Bienvenue à vous, merci d'être au rendez-vous de 13h15 et aujourd'hui nous ouvrons une nouvelle série de documents à quelques jours de la 24e conférence sur le changement climatique. Nous allons vous emmener en voyage, cap vers le Grand Nord, avec une route maritime mythique qui relie l'Atlantique au Pacifique à travers les glaces. Notre équipe a pu embarquer à bord d'un brise-glace, le Henry Larsen, et ses 47 marins tentent durant 4 mois de se frayer un chemin au milieu de ces immenses morceaux de glace. Quels sont les enjeux de cette aventure, de cette région du monde? Document inédit signé Florent Muller, Romain Potocki et Mathieu Parmentier. Sous la banquise, les vagues roulent toujours. Et pour sentir combien cet horizon éternel est fragile, il faut avoir entendu la glace gémir sous ses pieds. C'était il y a 3 ans, au Groenland. Et on venait de comprendre ce principe très simple. La glace est une force de la nature que le courant et les températures peuvent balayer en quelques secondes. Cette année encore, les vieilles glaces centenaires du nord du Groenland se sont brisées dans des proportions inédites. On s'est laissé dériver, nous aussi, à la fin du mois d'août, vers l'archipel arctique canadien, dans le célèbre passage du Nord-Ouest, pour embarquer avec les gardes-côtes sur un navire aux épaules larges, le brise-glace Henry Larsen. « 345 degrés, Franck. 345 degrés. On y est. Elle vient d'où, cette glace? Il n'y avait rien ici il y a 2 jours. À mon avis, le gros pack de glace ultra concentré qui descendait vers le sud et que les bulletins nous annonçaient comme de la jeune glace, c'en est pas. C'est... Oui, c'est de la vieille glace. Capitaine, vous voulez qu'on passe un peu plus à l'ouest? D'après ce que disaient les cartes ce matin, j'avais pensé qu'on irait plein sud, en passant à travers cette grosse bande de glace, mais... Je pense qu'on pourrait passer plus facilement à l'ouest. Ouais, on va essayer 210 degrés. Entre 210 et 220, ça devrait être bon. La barre à 210 degrés, Franck. 210 degrés. La plupart des glaces qu'on rencontre ce matin, les gros morceaux que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle de la vieille glace. Elle a au moins 2 ans, peut-être plus. Mais il y a aussi par endroits de la jeune glace qui date de cet hiver. La vieille est beaucoup plus dure. Parce qu'elle est plus épaisse? En partie parce qu'elle est plus épaisse. Mais il y a aussi le fait que lorsque la glace congèle et recongèle, elle libère du sel, de sorte que la glace elle-même devient de plus en plus froide, et donc de plus en plus dure. Le capitaine Briggs et les gardes-côtes ne s'aventurent en Arctique que l'été. Ils y assurent la sécurité des porte-conteneurs et des bateaux de croisière de plus en plus nombreux à tenter l'aventure. Avec le réchauffement, la chose devrait être simple, mais avec la nature, les choses ne sont jamais simples. Pour ces touristes, c'est déjà la fin du voyage. Les glaces les empêchent d'aller plus loin et la croisière aura besoin d'un chaperon à la coque d'acier pour se tirer de ce piège. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez consulté la carte des glaces de la nuit dernière? Oui, tout à fait, je l'ai en main.
Nous allons d'abord conserver une distance de 800 mètres entre nos deux navires. Et nous nous rapprocherons quand la situation se compliquera. Mais 800 mètres pour commencer, ce sera parfait. Dans son sillage, le Larsen libère des bulles d'air comprimées pour écarter les pains de glace qu'il abandonne sur ses flancs. Mais lorsqu'on passe au plat de résistance, les deux navires vont devoir serrer les rangs. Ocean Endeavour, ici le Henry Larsen. Ici Ocean Endeavour. Notre distance est de 80 mètres maintenant. Rapprochez-vous encore, je ne vais pas vous laisser me percuter. D'accord, on se rapproche. Va falloir que t'accélères, mec. Je ferai une trace plus claire dans la glace à une vitesse de 6 ou 7 nœuds. Là, je me traîne à 2 ou 3 nœuds. Les morceaux de glace brisés se reforment derrière moi et lui, il voit ça, il se dit « Oh mon Dieu, je vais heurter la glace !» Résultat, il ralentit encore. Il va à 2 nœuds et demi maintenant. C'est simplement un manque d'expérience de sa part. C'est pas la première fois que je vois ça, et c'est certainement pas la dernière. Il y a de la fumée sur le pont, capitaine. Quoi? Il y a de la fumée sur le pont. Oh, c'est la buanderie, ça. Il y en a plus que d'habitude, cela dit. Beaucoup plus que d'habitude. Ça pourrait simplement être de la vapeur, mais on va quand même s'en assurer. Ok, tu veux que je prenne ta place ou tu veux que je descende? Vas-y mon gars, va vérifier, je reste ici. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, okay. Thanks. Yeah, all the... Toutes les machines à laver et sèche-linge sont en train de tourner. Depuis le Titanic, les bateaux de croisière ont un goût modéré pour la glace. Et sans l'aide des gardes-côtes, le Ocean Endeavour se serait laissé piéger dans le passage du Nord-Ouest, comme tant de navires avant lui. Au XIXe siècle, des centaines de marins ont perdu la vie dans ces mers, mourant de froid et de faim à la recherche d'un passage vers l'Asie qui les rendrait célèbres. Et parmi eux, un jeune Français, dont nous avons emporté les mémoires. Son visage ne vous dit rien, mais Joseph-René Belleau a donné son nom à un détroit, une rue à Londres, une autre à Paris, et 3 cratères sur la Lune. À 27 ans, en 1853, il a disparu entre les glaces à quelques milles d'ici. La France du Second Empire l'a célébré en héros, avant d'oublier ses mémoires dans un coin de bibliothèque. C'est le genre de bouquin qui pourrait plaire à Arnaud, un jeune élève officier de 19 ans qui s'applique sur cette voie, mais a encore un peu de mal à comprendre l'échelle de ses rêves. Avant l'Arctique, je voyais ça par la carte. Je voyais pas ça de mes yeux. Non, l'Arctique avant, c'était quelque chose de... C'était inaccessible. Je suis né en France, à Aix-en-Provence, et ma famille et moi, on a déménagé ici, dans un petit village au nord de Québec, qui s'appelle Sainte-Brigitte-de-Laval. Et puis, dans le fond, moi, je me suis engagé dans la garde côtière il y a 1 an, mais ça faisait beaucoup de temps que je rêvais de venir ici. Juste de monter à la passerelle et de voir toute la magie se créer, ça, pour moi, c'est déjà une très, très grosse distraction. Ici, les eaux sont libres de glace. Le Larsen peut laisser le bateau de croisière à Pond Inlet, une petite communauté inuite de 1300 âmes, un aéroport pour y déposer les touristes dépités, et une antenne satellite grâce à laquelle les portables passent enfin.
Renoncer à son téléphone, c'est le grand sacrifice du marin en Arctique. Ouais, on en a vu un. J'ai pris quelques photos, mais j'en ai loupé un autre. Une femelle, avec ses 2 oursons. Je sais pas si maman t'a dit déjà, mais on vient d'apprendre qu'on allait à Eureka maintenant. Ouais, c'est un sacré voyage. Eureka est la station météo la plus proche du pôle, au 80e parallèle. Et comme s'il fallait anticiper les colosses de glace à venir, les 47 marins se sont bousculés à l'escale. Ça fait du bien. D'aller à terre, ouais, ça fait du bien. Teresa est l'une des 2 femmes de l'équipage du Larsen. Et en bonne infirmière canadienne, elle a toujours des attentions pour ses compatriotes qui vivent sur une autre planète. Alors, vous aimez les chocolats? Ah, eh bien, j'ai pas de chocolat, mais j'ai du thé au chocolat. Regardez ça, du thé au chocolat. Ça, c'est encore du thé au chocolat. Vous pouvez partager, bien sûr. Et alors, celui-là, c'est un thé vert. Pas la peine d'ajouter du lait, mais un tout petit peu de sucre. Oh, je suis désolée, j'ai plus de bonbons. Ça va, ça va. J'ai tout donné aux enfants que j'ai croisés. Mais moi, j'aime tellement l'Arctique. Le froid, il n'y a que ça de vrai. S'il fait trop chaud, je dis à tata. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire chaud. Oui, chaud. Et il a fait quel temps cet été chez vous? Cet été, il a pas fait trop chaud. Je dirais 11 degrés maximum. Cet été, oui. Ah oui, 11 degrés. Mais les dernières années, on a eu des étés où il a fait parfois plus de 30 degrés. Waouh! J'imagine que vous n'aimez pas ça. Quand c'est l'hiver, je rêve que c'est l'été. Oui, quand l'été arrive. Et quand c'est l'été, je rêve d'être en hiver. Bon, je vais devoir y aller, mais j'étais ravie de vous rencontrer. Ina. Ina? Et moi, c'est Teresa. Et toi, c'est Agnès? J'étais ravie, hein, c'était très chouette. Je me souviendrai de toi. Moi aussi, je me souviendrai de toi. Je suis sûre que je reviendrai ici un jour. Si on a oublié ton nom, ne sois pas surprise si on t'appelle la dame au thé. Ah, la dame au thé, ça me va. Merci, hein, et merci pour votre accueil. Une fois à l'escale, on s'est approché d'un bœuf musqué. Et Craig a pris une photo. Et le bœuf musqué s'est retourné vers nous d'un coup. Il a commencé à nous charger. Oh mec, on s'est taillé vite fait. T'as pas envie de prendre un coup de corde là où je pense. Le Larsen met le cap sur le royaume des icebergs. Et c'est Arnaud qui s'essaye à la barre, sous le regard des titulaires du poste. « 5 degrés à bâbord. Ramène la barre à 0. 10 degrés à tribord. T'es allé un peu loin là. Ramène-la encore. Ramène. La nuit va être calme. Ouais, tu fais un super boulot, Arnaud. Continue comme ça. Et tu vas prendre ma place cette nuit. Je parie que je ferais mieux. Non, je déconne. Quand t'es à la barre, t'as besoin de regarder au loin, tout en prenant des repères. Cet iceberg, par exemple. Le gros truc blanc là-bas qui ressemble à un genou? Ça sert à rien d'être nerveux. Les gens nerveux font des erreurs. Tu t'es déjà pris une glace que le bateau pouvait pas briser? Ouais, faut reculer. Reculer et taper encore? Attends qu'on passe les portes de l'enfer.
et qu'on approche l'île d'Ellesmere. Tu vas voir. Parce qu'on va super haut 80e par l'heure 80e, ouais. Mon Dieu. C'est à 750 km du pôle Nord. Mais pourquoi on continue pas jusqu'au pôle Nord? Ah, c'est pas la mission. Mais ce bateau pourrait? À mon avis, oui. Pour gagner l'île d'Ellesmere, il faudra remonter 1600 km au nord et traverser ces fameuses portes de l'enfer. Un endroit charmant, réputé pour ses pièges de glace, capable de vous condamner à l'éternité arctique. Voyage aux mers polaires. Nous continuons à remonter au nord en suivant les bords du pack, dans l'espérance de trouver une ouverture au passage à l'est. Au petit matin, dans la baie de Jones, le Larsen retrouve le navire qu'il a pour mission d'escorter. On peut voir l'île d'Ellesmere là-bas. L'île d'Ellesmere. Un porte-conteneurs québécois qui doit livrer du fioul et du matériel de chantier à l'extrême nord de l'île, à la station Eureka. Ralenti. Ça commence déjà. Ouais, je suis surpris de voir la glace arriver si tôt. Je vous apporte la carte des glaces? Oui, avec plaisir, parce que normalement, elles auraient dû dériver dans l'autre sens. Moins que ce ne soit ces glaces-là. Ça veut dire qu'elles auraient dérivé de là? Oui, mais le vent n'était pas dans le bon sens. C'est le poids du bateau qui casse la glace et la forme de l'étrave. Mais ce n'est pas comme un couteau qui traverserait du beurre. Si la glace est très lourde, il faut avoir assez de puissance pour grimper sur la banquise et assez de poids pour la casser. Quand là-haut, tout se décide, c'est en bas que tout se joue. Pour connaître un navire, il faut savoir ce qu'il a dans le ventre. Le Larsen pèse 8000 tonnes. Et il lui faut bien tous ces 8000 chevaux pour grimper sur la glace comme un écureuil et l'écraser de tout son poids comme 1333 éléphants. Vous pouvez compter, j'ai fait le calcul. Une pièce minuscule peut suffire à faire tousser ce moteur vieux de 35 ans. Nuit et jour, les mécaniciens le veillent dans le bruit et le silence. Parler ici, c'est presque inutile. On ne s'entend pas à 50 cm. Avant de partir en Arctique, on a rempli le réservoir d'1 400 000 litres de diesel. En moyenne, on consomme chaque jour 20 000 litres de fuel. Mais on peut consommer 50 000 litres en une journée, si on doit casser de la grosse glace. Quand la situation paraît confuse sur le papier, le Larsen peut envoyer un éclaireur aux portes de l'enfer. Le pilote d'hélicoptère est prié d'appeler la timonerie. Brad, pour la timonerie. En 25 ans de carrière, Brad Marshall a posé son hélicoptère un peu partout en Arctique.
Sur des glaces qui dérivent, comme sur un bateau qui dérive dans les glaces. Les portes de l'enfer sont plutôt dégagées. Il y a un peu de glace à l'intérieur de la baie de l'Est, mais rien que le navire ne puisse briser. La glace habituelle. Ellesmere est un décor de western, où les cow-boys seraient tous morts, avec des loups pour shérif, des ours sans foi ni loi, et une île jalouse, qui cache sa beauté, loin du regard des hommes. Durant tout le vol, Arnaud est resté assis à côté du pilote pour noter précisément l'emplacement des glaces. Alors, d'après ce que j'ai vu, les glaces sont plutôt conformes à ce que disait le bulletin météo. Je vous ai dessiné la zone sur la carte. Donc une fois que je serai arrivé ici, je devrais avoir passé le plus gros. Oui, ça devrait être plutôt calme. Ça, par exemple, c'est là. Ok. Et c'est là que les glaces se concentrent. Parfait. Si tu n'arrives pas à devenir officier, tu pourras finir observateur des glaces. Merci, Capitaine. Lorsque sur un brise-glace le vacarme cesse d'un coup, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et Jost, le chef mécanicien, s'est précipité sur le pont avant pour vérifier les moteurs. Or, il n'y avait rien. Rien que le silence de la mer Arctique dans ce détroit d'Eureka, où les navires qui défilent se comptent sur les doigts de la main. On est en eau profonde, 50 mètres environ, donc il faut 2 longueurs de chaîne pour toucher le fond. Reçu, ça a l'air bon. Le navire est à l'arrêt. La guillotine est posée. Eureka est la sentinelle de l'Arctique, la station météo la plus septentrionale du monde. Et elle ne pourrait survivre sans le ravitaillement du porte-conteneurs québécois qui lui apporte du fioul et des générateurs. Le fameux Camoutique de Montréal. Ça, c'est ce que j'appelle le sens du service. Allez, on y va, les gars. Je laisse mon gilet ? Il faut bien le reconnaître, on était un peu déçus. Il y a 10 ans, on était déjà venu à Eureka. Et le paysage avait une autre allure. C'était en avril 2009. Autant dire en plein hiver, quand cette fois, nous débarquons avec le brise-glace en septembre. Pas d'affolement donc, rien à voir avec le réchauffement climatique. Quoique. L'extrême arctique est mal couvert par les satellites. Et les ballons sondes y sont essentiels pour relever l'humidité, la température, la direction du vent et sa vitesse. Voilà 12 ans que Jane Fonger passe la moitié de l'année à la station Eureka pour y observer le temps et les glaces. Et en été, comme en hiver, ces chiffres sont assez clairs ou assez sombres. Les ballons météo sont lancés partout dans le monde à la même heure pour avoir une idée exacte du temps qu'il fait sur l'ensemble de la Terre, et ce jusqu'à l'atmosphère. Pour moi, ce n'est pas normal de voir ce fjord si longtemps sans glace à cette période de l'année. Ça peut arriver pour un jour ou deux, mais c'est comme ça depuis au moins une semaine.
J'ai jeté un œil à nos données climatiques et on n'a pas dépassé nos températures minimum depuis plusieurs années. En revanche, on a battu pas mal de records de chaleur. Donc de toute évidence, il fait plus chaud ici. C'est un environnement très sensible et tout ce qui se passe dans l'Arctique aura des conséquences plus au sud. On avait 5,78 tantôt. Louis-René est capitaine du Kamoutik. Ouais, t'as raison, 5,9 à l'arrière. Et on lui a posé la question qui nous taraudait. Louis-René, oui. Ça veut dire quoi, Kamoutik? Kamoutik, ça veut dire gros traîneau en Inuit. Un gros traîneau, alors? Gros traîneau, ouais. Le navire que j'étais avant, ça s'appelait Mythique. Ça veut dire un gros canard arctique. Le navire avant ça, où est-ce que j'étais, c'était le Aivik, qui veut dire morse. Pour être honnête, à chaque fois qu'on vient à traverser des bancs de glace, il y a toujours un stress, une terreur au fond de nous qui dit « Bon, est-ce que je vais trop vite? Est-ce que la prochaine glace qu'on va pogner, elle va percer une cale ou un réservoir? » Le gros traîneau est le Père Noël en Arctique. Un Père Noël qui se pointerait en plein été, dans les communautés du Nord, avec ses 20 000 mètres cubes de matériel pour survivre aux hivers à moins 50 degrés. Ou bien de gros 4x4 climatisés commandés 6 mois auparavant. Un gros traîneau dont l'équipage navigue 4 mois durant, avec parfois les moyens du bord. Oui, j'ai photographié ça. Puis tu peux voir là, à Resolute Bay. Ça, c'est la carte des glaces? Oui, une des cartes des glaces que j'ai downloadées à terre là, pour avoir... Et on sort tous les jours, puis ici, avec ça qu'on décide aussi si on peut passer tout seul, si on a besoin d'un brise-glace. Et puis là, on sera pas capable de ça. La concentration de glace ces 2 dernières années est extrême. Encore là, il y a 2 navires qui ont été bloqués. Ils ne peuvent pas continuer leur passage dans le passage du nord-ouest. Ils ont été bloqués à Bellot Strait, un des passages pour faire le passage du nord-ouest. Et notre prochain port, je viens de parler avec un officier, est complètement bloqué de glace encore. Et après 4 mois de navigation en Arctique, quand on met l'ancre, comment on se sent? Ah, libéré. On a en bon québécois, on dit que les nerfs nous lâchent. Donc on se libère, on relaxe après ça. On tombe. On tombe un peu. Allez, on sent léger, effectivement. On a quitté le gros traîneau un peu déboussolé. Pourquoi, dans cet extrême nord, la glace a-t-elle disparu cet été, quand, plus au sud, de vieilles glaces dérivent et bloquent le passage? On n'avait toujours pas la réponse sur le chemin du retour, quand la surface de l'eau s'est mise à changer. Regardez à tribord. Vous voyez ces taches plus claires sur l'eau? Ce sont des endroits où la glace est en train de prendre. Elle est juste à la limite. On appelle ça de la glace graisseuse. Glace graisseuse parce que c'est comme une tache d'huile? Oui, c'est ça, ça ressemble à de l'huile à la surface. Je suis encore en train d'apprendre les différents types de glace. Dans une vie précédente, je naviguais dans les pays chauds. Je convoyais des yachts sous les tropiques. Mais il y a quelque chose de très spécial ici, quelque chose de fascinant.
Jeune, friable, lourde, épaisse et centenaire, toutes les glaces semblaient avoir convergé ici. Cette baie, que nous avions traversée sans encombre 2 jours auparavant, était désormais vouée tout entière à la banquise. Et Brad cherchait une solution pour nous tirer de ce piège, comme une vigie des temps modernes. Vous pensez parfois à tous ces explorateurs qui ont lutté pour découvrir un passage ici, sans jamais y arriver? C'était une autre époque, c'est certain. Vous savez, les secours étaient beaucoup plus loin qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils naviguaient sur des bateaux en bois, très loin de chez eux. À mon avis, ce serait un peu comme si nous, on partait à la conquête de Mars. C'était des gens audacieux et braves, ça c'est sûr, pour venir ici découvrir le passage du Nord-Ouest. Derrière nous, le gros traîneau n'emmenait pas large. Là, on est dans la vraiment grosse glace en ce moment. Ouais, c'est rare d'être dans de la glace de même. Puis c'est une seule et unique plaque, donc ça met beaucoup de pression sur la coque du navire. Fait que c'est difficile de garder la glace éloignée pour que le navire puisse nous suivre. Il faut qu'on fasse des allers-retours avec le système à bulles en avant pour éloigner la glace au maximum des côtés du navire. C'est de la glace très lourde, très épaisse. Mais c'est faisable. Tu sais, pour casser de la glace, il faut de la patience et des chevaux sous le capot. Alors, est-ce que je vais pouvoir éviter cette glace si je continue vers le sud comme prévu? Non, ce chemin-là n'est pas très bon. Ah bon? Non, c'est plein de gros morceaux, de la vieille glace bien dure. En tout cas, il y a de la glace. Il y a de la glace, ça c'est sûr. On y est. Ouais, si tu veux, on peut aller plus vite, là. Plus d'avoir un bain de glace en avant. Parfait, excellent. On va remonter ça à full. Sans problème. Moi, je remonte à 14. Habituellement, la nuit, on est tout seul, hein. On n'a pas... le capitaine dort, le chef officier dort. Tout l'équipage, en fait, fait que... ça devient un peu comme notre bateau. Larsen, Camotech, je vous écoute. Oui, je me demandais si vous aviez trouvé un endroit suffisamment dégagé pour décharger votre cargaison. Oui, je crois.
À l'ouest de la baie, c'est bouché, mais à l'est, on devrait trouver un endroit pour faire passer la barge. Ça m'a l'air bien. Merci beaucoup pour l'escorte. Tout s'est très bien passé. Je vous en prie. Sans l'escorte des gardes-côtes, aucun navire n'aurait pu cette année naviguer dans ces eaux. À l'heure du grand capharnaüm climatique, le passage du Nord-Ouest se refuse encore et toujours aux logiques commerciales et touristiques. Le capitaine Briggs passe rarement près de l'île de Beechy sans saluer la mémoire de ceux qui, en 1846, ont été ici piégés par la banquise pendant 10 mois. Les 129 marins de l'expédition Franklin, tout comme Joseph René Belleau, parti à leur recherche et disparu parmi ces glaces. Sur le rivage, un petit monument blanc a été élevé pour le jeune Français mort si jeune et si loin de chez lui. Imaginez passer 10 mois d'hiver ici, dans l'obscurité la plus totale. C'est complètement dingue. J'ai consacré ma vie à naviguer sur ces eaux. Mais je suis tellement heureux de pouvoir naviguer aujourd'hui et pas à leur époque. Parce que je ne pense pas que j'aurais survécu. Cette île est pour moi aussi sacrée que l'épave du Titanic, ou bien Ground Zero à New York. C'était un immense sacrifice de chercher ce passage du Nord-Ouest que les gens rêvaient de découvrir à l'époque. Il fallait être assez brave ou assez stupide pour oser s'attaquer à ce mystère. Joseph René Belleau passera 2 hivers en Arctique. Il y apprendra à survivre sur la glace. Au fil de ses expéditions, il découvrira un raccourci dans le passage du Nord-Ouest. Un petit détroit de 25 km qui porte désormais son nom. En France, on croira peut-être que j'ai trouvé ici des routes toutes frayées et on ne peut plus facile à suivre. Qui saura jamais ce que j'ai sacrifié d'espérance, de joie, de bonheur pour entreprendre cette campagne? Un siècle et demi après la mort de Belleau, des marins risquent encore leur vie dans ces mers polaires. Mais là où il fallait attendre 1 an pour espérer voir arriver les secours, il faut maintenant quelques heures pour que Brad accourt, qu'il vole. 3 jours avant notre arrivée, on l'a prévenu au petit matin d'un naufrage, dans le détroit de Belleau. Tout ce qu'on nous a dit, c'est que 2 types, 2 marins, étaient sur un morceau de banquise et qu'ils avaient repéré des ours tout autour, ce qui rendait la situation un peu plus urgente encore. Leur bateau avait été écrasé entre 2 morceaux de glace. C'était un voilier de 10 mètres en fibre de verre, donc il ne jouait vraiment pas dans la bonne catégorie. Et quand il a commencé à prendre l'eau, ils ont abandonné le navire avant qu'il ne coule. C'est Louis qui a vu leur feu de détresse. Le morceau de glace faisait 10 mètres sur 10. Je me suis posé sur la glace, mais sans couper le moteur. Il fallait vraiment garder de la puissance. Les 2 naufragés étaient prêts à partir. On les a escortés jusqu'à l'hélicoptère. L'opération a duré 30 secondes en tout. Mais je me souviens avoir pensé en atterrissant, la situation n'est vraiment pas idéale. Ils n'étaient même pas armés. Ils se sont montrés très reconnaissants. Ils ont même embrassé l'hélico. La première manche. Pour la première manche, on joue pour une ligne droite sur un des 4 côtés de la grille. À quoi pense-t-on quand on passe 11 heures sur la glace à attendre les secours? À la chance? Et le premier numéro est B9. Au hasard? Qui parfois fait bien les choses?
puisqu'il a voulu nous conduire pour une dernière escorte dans ce fameux détroit de Bellot. Notre cargaison est ordinaire, 13 900 mètres cubes. Bon, on n'a pas la place de slalomer ici, Craig. Donc peu importe la glace, on la prend de front. Ouh, c'est très blanc tout ça. Roger, on va ralentir pour que vous puissiez vous rapprocher. Merci, Roger. Le détroit de Bellot est un goulet large de 1 à 2 km. Ici, l'homme n'est pas le premier prédateur. C'est pas le genre d'endroit où j'aimerais être coincé sur la banquise. Oh non. Ah, il y a quelqu'un qui vient de manger ici. On dirait une carcasse de phoque. Et les oiseaux s'occupent des restes. On n'est pas loin de là où je suis allé les chercher avec l'hélicoptère. Et le détroit est encore plein d'ours. Ouais, ils avaient raison. Un ours polaire? Un ours polaire. Il est à tribord. Ça y est, je le vois. 2 ours. Il y en a un dans l'eau, là. Dans l'eau? Ah oui, il est là. Mais comment il fait pour nager dans ces eaux glacées? C'est dingue. Je me demande s'il va réussir à sortir. On dirait une pub Coca-Cola. Et il y arrive. Il s'ébroue. Tu peux être sûr qu'ils seront dans le film. Oh oui. Il se roule sur la glace. Ah, il leur fait le show. Mais ils savent quand la caméra tourne, je te jure. Ils le font exprès. En tout cas, je préfère être ici que sur un voilier. Ouais, ils ont un gros morceau qui les bloque derrière. Roger, vous voulez qu'on se range à bâbord pour pousser la glace? Bonne idée. Je coupe le moteur. On ne peut plus bouger. Roger, compris. Il a des problèmes pour tourner. On va s'approcher très près de lui pour essayer de libérer son étrave. Vous avez remarqué qu'on est en train de passer le point zénithal? Ce cairn, cette pyramide de pierre, marque l'endroit le plus haut de tout le continent américain. Au nord, le reste n'est qu'archipel. Le détroit de Bellot. Les deux jeunes mâles pouvaient faire les malins sur la banquise tout à l'heure, mais en voyant ce navire immense s'avancer, cette mère et son ourson ont pris peur. Le Larsen a ralenti, mais rien n'y a fait. À quoi pensait Arnaud au sommet de son brise-glace? À ce Joseph René Bellot, dont la mémoire est désormais veillée par les ours polaires, tant que la glace restera dans le détroit?
à ce prédécesseur qui a su accrocher son nom à la Lune, comme au sommet du continent américain. Ou bien à ce monde, qui font toujours un peu plus, se brise et dérive, et dont il sera peut-être le dernier témoin. Voilà pour ce premier épisode et ces images magnifiques consacrées à cette fragile planète. Rendez-vous ce soir à 20h et pour 20h30 le dimanche avec le comédien réalisateur Jean-Paul Rouve et le rappeur Orelsan, multiples vainqueurs des dernières victoires de la musique. Passez un très bel après-midi.